Durant mon exploration du bois, j'ai possiblement trouvé un camp d'entraînement ou un camp de survivalistes. Wow! Évidemment, j'avais pas prévu de venir m'enfoncer dans la forêt. Donc j'ai pas vraiment de raquette. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Une échelle. C'est sûrement pas un de mes étudiants qui a construit ça. Bonjour à tous. Je faisais ma petite balade dans les bois et j'ai observé cette chose de loin qui semblait un abri, sûrement pas construit par un de mes étudiants. C'est assez primitif, c'est vraiment, et qui n'a pas tenu un hiver, donc si je me fie à ce que mes étudiants construisent, généralement, ça va être bon pour 2-3 hivers au minimum. Donc, bref, j'avais remarqué des commentaires sur YouTube. Des gens m'avaient demandé de parler des points d'évacuation en tant que survivaliste. Les PEVAC, qu'on appelle tout simplement. Donc, j'ai pensé, en voyant cette chose, que ça serait peut-être une bonne occasion de discuter de ce sujet. Tout de suite. Voilà, tant qu'à utiliser les commodités de l'endroit, on va se mettre confortable. Alors, évidemment, ça va être improvisé, donc je vais corriger au besoin tantôt à mon bureau. Alors, première chose, qu'est-ce qu'un point d'évacuation? Un point d'évacuation, c'est bien sûr quelque chose que les gens, les survivalistes, vont utiliser dans ce qu'on appelle un bug-out. Donc, vous connaissez sûrement les bobs et ces trucs-là. Mais qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est équipé et on décide d'évacuer son habitation, son logement, ou peu importe? C'est pourquoi qu'il faut définir, avant tout, des points d'évacuation. Mais chose très importante, lorsqu'on évacue, on va utiliser un moyen de déplacement. Donc, vous pouvez être à pied, vous pouvez être en vélo, ça peut être une moto, une motocyclette, voiture bien sûr, et différents formats de véhicules. Comme je vous dis, je n'énumérerai pas toutes les choses. Donc, chacun de ces moyens ont un avantage et bien sûr aussi des défauts. Donc, c'est à vous, selon vos moyens, vos conditions physiques, votre environnement bien sûr. Donc, je ne couvrirai pas toutes ces choses-là, je pourrais mettre quelques exemples, mais je pense que vous comprenez la chose, puisque le type de déplacement pour évacuer que vous allez utiliser va bien sûr influencer votre PEVAC. Quel type de point d'évacuation? Première chose très importante, les points d'évacuation ou les PEVAC sont une des choses les plus sacrées pour des survivalistes. On ne partage pas ces points d'évacuation, sauf à un groupe très restreint, pour plusieurs raisons. Une des premières, c'est que beaucoup de survivalistes, comme les écureuils, vont entreposer du matériel, des réserves, souvent incluant des armes à feu et des munitions. Donc, c'est vraiment le principe de l'écureuil, ou militairement parlant, un DP, point de dépôt. Okay? Donc, c'est pas juste un endroit physique où vous allez simplement aller, c'est un endroit souvent qui va avoir des réserves. Donc, si vous commencez à éventer tous vos points d'évacuation, je vous garantis qu'il va y avoir des gens qui vont essayer de visiter ces endroits et vous piller. Donc, c'est quelque chose qu'on garde très secret, qu'on partage à un cercle très restreint de personnes. Je veux que ce soit très clair. OK, ne pas prendre à la légère ces points d'évacuation. Moi, je veux simplement vous expliquer les procédures à faire et non vous dire quoi faire à un point d'évacuation, comment le construire. Ayant en notion vos moyens de transport, vos équipements, bon, et votre niveau d'entraînement, généralement, moi, je me définis 5 points sur une carte. Le chiffre n'a pas vraiment d'importance. Ayez-en plus que 1. 3, allez-y avec les chiffres de survie, 3, peu importe. OK? Mais moi, j'en ai 5. Enfin, 5 très près. Qui sont faciles d'accès et qui sont, on pourrait dire, en conséquence du type de véhicule que j'ai. Moi, à la base, je suis on foot, comme on dit. Je suis
je pense que mes ancêtres et les Premières Nations ici au Québec avaient tendance à faire. Donc, c'est à se déplacer environ aux saisons, donc aux 3-4 mois, d'un endroit à l'autre. Souvent pas plus qu'avec des traîneaux ou avec ce que le clan ou la famille pouvait porter. Donc, moi, j'aime ma mobilité. Ça a beaucoup d'avantages, mais beaucoup de restrictions. Ça demande d'être physiquement en forme, bien sûr, et vous avez une grande restriction sur vos équipements, spécialement si vous faites comme les Autochtones. Un vélo est un très bon outil de déplacement. Vous pouvez charger un petit peu plus, pas de moteur, c'est silencieux. Donc, faites comme l'armée suisse, par exemple, ou d'autres armées ou d'autres personnes qui se déplacent en vélo. C'est un excellent moyen d'évacuer d'une position. Vous pouvez vraiment circuler, comprenez-vous, par-ci par-là, éviter plusieurs routes, traverser des champs. Donc, c'est un très, très, très bon outil. La motocyclette, là, on parle bien sûr ici avec un moteur, donc vous avez beaucoup d'avantages, spécialement la vitesse. Vous pouvez évacuer très rapidement. Encore ici, vous avez une charge limitée, mais quand même supérieure à quelqu'un qui serait à pied. Vous avez des limitations mécaniques, vous êtes très bruyant et toute une signature infrarouge, donc ceux qui sont un peu plus tactiques, vous comprenez que c'est une grande signature infrarouge. Puisqu'il n'y a pas de carrosserie, il n'y a rien qui protège. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de détails. La voiture, évidemment, c'est un classique. Vous allez charger énormément de matériel. Bon, je ne dirais pas tous les types de voitures, mais vous comprenez que vous pouvez charger 1 tonne de matériel. Souvent, l'essence va être abordable un peu partout, donc accessible, mais vous demeurez mécaniquement limité par votre réserve de carburant et bien sûr par la qualité du véhicule. Et là, je ne couvrirai pas les avions, les deltaplanes, mais bon, peu importe. OK? Donc, c'est un choix. Moi, à partir d'ici, je vais vous donner un exemple ou deux. Pour une chose évidente, c'est que je ne vous montrerai pas mes propres PEVAC. C'est assez évident. Mais il y a des choses importantes aussi, c'est que je leur donne des noms bidons. Que seul moi, parce que si vous communiquez à la radio ou par quelqu'un, vous dites vous évacuez au point Napalm, par exemple, ou Lézard Vert, ou peu importe, Civière, OK? Seuls les gens à qui vous avez partagé cette information vont vous comprendre. S'il y a des gens, policiers, militaires ou en cas de crise, on parle de mesures de guerre ou autre, ces gens-là vont intercepter vos communications. Donc, allez pas dire à l'église Saint-Denis, bon, peu importe. C'est des choses évidentes. Le pignon blanc, dites pas des choses de même. Dites vraiment des choses bidons. Comme ça, ça va être dur à intercepter, c'est connu seulement de votre groupe. Autre chose. Toujours de mon point de vue, comme je dis, ça peut varier pour vous. Par exemple, ici, OK, j'ai tout ce que j'aurais de besoin pour une durée prolongée. Ici, je connais mes arbres. J'ai mes 2-3 conifères que j'ai de besoin. J'ai du bouleau. Je connais la région en été et en hiver. Je connais la diversité et même à l'occasion, j'ai du chevreuil qui va circuler ici. Et d'autres animaux, bien sûr, mais si on parle de viande. Regardez qu'est-ce que je vois là. Regardez qu'est-ce qu'il y a là. Le voyez-vous? Superbe lièvre. Du en plus. Très dodu. On te fait courir. Bonjour. Un peu plus long terme, les gens n'auront pas tendance, comprenez-vous, à venir ici et voilà. Moi, ici, ils vont aller dans les centres d'achat, mais ils ne prendront pas une position comme ici. Enfin, très peu. Comme je vous dis, je connais le terrain, donc c'est assez facile pour moi d'utiliser plusieurs éléments du terrain pour camoufler ma position. La rendre surtout discrète, pas toujours la camoufler, mais la rendre discrète. Pendant que j'ai un flash, par exemple. Si vous êtes en ville, bien sûr, comme une majorité de gens qui m'écoutent, pensez à des endroits, quand les gens sont en panique, où vont-ils? Donc, regardez actuellement, on est dans une bonne période pour ça. Regardez qu'est-ce que les gens ont fait. Les magasins, les ci, les ça. Est-ce que vous avez vu une file de gens aller dans un cimetière? Pas vraiment. C'est une des dernières choses que les gens vont penser à aller. Mais les infrastructures, par exemple, dans un cimetière, peuvent être très bien exploitables. Il y a souvent des cryptes, par exemple, OK, qui sont généralement vides, à moins qu'il y ait un enterrement. C'est des endroits, les derniers endroits que les gens vont penser pour aller.
Je veux pas donner aussi tous les trucs. Pourquoi? Parce que je veux que vous soyez créatifs et je veux pas donner d'idées à des gens qui seraient mal intentionnés. Et évidemment, dans le gouvernement, je vais taire certains, mais vous savez de quoi je parle. OK? Je viens de vous donner une idée, mais je veux pas toutes vous les donner. Pensez où les gens vont quand ils sont en mode panique ou autre et éviter ces endroits-là. OK? Règle de 3, comme beaucoup de survivalistes, j'oublie le nom, mais il y a vraiment un spécialiste, un survivaliste américain, il a écrit quelques livres. Il y a d'excellents chapitres et d'excellentes discussions sur l'environnement urbain. Donc, on garde encore des règles de 3 ici. Peu importe vous êtes dans où, quand, comment et pourquoi, essayez de... Pour évacuer, ça vous prend 20 minutes. OK? Peut-être encore une vieille notion de guerre froide ici, 20 minutes, 30 minutes, les missiles atomiques. Mais c'est encore une règle. Si vous êtes dans un endroit, donc chez vous, maison, appartement, peu importe, et vous ne pouvez pas sortir de la zone, on pourrait dire, urbaine en dedans de 20 minutes, vous êtes dans un endroit à risque. Ça prend très, très, très peu de temps. Généralement 3 heures. Donc, vous voyez encore une règle de 3. Si vous regardez les embouteillages, comment que les gens vident les magasins, il y a souvent ce chiffre 3, donc qui est le chiffre de la survie. En 3 heures, généralement, l'endroit où vous êtes, les périmètres de policiers vont souvent être mis en position, ou militaires même. Les gens vont se garrocher dans des magasins. Des accidents, ça va créer des embouteillages. Bon, vous voyez le bordel. Donc, 20 minutes, c'est l'idéal. 30 minutes maximum. Votre pack-sac, votre moto, peu importe qu'est-ce que c'est. C'est un petit village, whoop, vous êtes déjà parti. Si vous êtes à New York, c'est un autre problème. Généralement, passer 3 heures, si vous n'êtes pas capable d'évacuer d'un endroit de 3 heures, généralement, vous êtes pris dans cet endroit-là. Puisque les périmètres, comme je viens d'expliquer, vont être mis en position, les embouteillages, voilà, vous êtes fait. Donc, une autre petite règle. Donc, ça va... Les quelques informations que je viens de vous donner vous donnent une manière de regarder sur une carte ou peut-être des endroits que vous connaissez, de dire, OK, cet endroit-là, il serait magnifique, il contient un lac, bon, je sais qu'il y a des poissons, mais il est près d'une autoroute ou s'il arrive quelque chose, ça va être bloqué. Donc, l'endroit, est-ce qu'il est si bon que ça? Oui, mais si vous êtes capable de vous y rendre. Donc, toujours garder en tête ces facteurs de chaos, d'embouteillage, évidemment de barrage policier, militaire, conditions météo. Ça peut influencer beaucoup. Moi ici, vous comprenez, je suis au Québec, Canada, j'ai 4 vraies belles saisons ici, mais quelquefois les mêmes dans la même journée. Dans la même journée. Donc, c'est très sympathique. Voilà. Donc, si je reviens à mon point, par exemple, ici, moi, j'aurais tout ce que j'aurais de besoin pour une longue période. J'ai les ressources nécessaires pour le feu, pour construire, même à long terme. Je regarde le type de bois que j'ai autour de moi. J'ai du bois dur, j'ai du bois mou. J'en ai pour mes médicaments, donc tout côté pharmacie. J'ai observé plusieurs arbres qui vont être très utiles pour faire les trappes, pour créer un périmètre de défense, un toit sur ma tête. Bon, vous voyez toutes ces choses. C'est magnifique. Comme je vous dis, je le connais aussi l'été, donc je sais que j'ai quelques marécages dans le coin. Donc encore là, source de quenouilles, les grenouilles, bon, toutes sortes d'autres trucs. Donc vous voyez en hiver, j'ai de l'eau à profusion parce que je suis entouré de neige. Et comme je suis dépassé les lignes de 30 mètres, largement de bâtiments, donc c'est une neige qui va être peu polluée, donc très facile à traiter. Donc j'ai relativement une quantité illimitée d'eau. Donc c'est pas vraiment un problème. Et le bonus qui s'en vient, vu que ça va être le printemps, ben peut-être qu'on ne voit pas ici, mais j'ai un secteur de bouleaux. Et je pense que j'ai vu quelques érables, donc je préfère entailler quelques bouleaux et quelques érables pour me donner un bonus de saison. Donc, c'est des choses à considérer. Ne prenez pas à la légère des points d'évacuation, OK? Allez-y selon vos moyens physiques, mentaux et d'entraînement. Observez votre moyen de transport. Plusieurs vont utiliser la voiture, par exemple, mais qu'est-ce qui va arriver si, pour une raison ou pour une autre, votre auto ne fonctionne pas, vous êtes obligé de partir à pied? Avez-vous prévu, donc, votre plus haut vers le plus bas? Si vous avez une caravane,
bien content pour vous. Si tout fonctionne bien, certains survivalistes que j'ai vus ont des caravanes, même des autobus. Paix, prospérité, bonheur pour vous si vous réussissez à évacuer dans votre superbe autobus. Mais si, par exemple, cet autobus-là ne peut pas, pour une raison ou pour une autre, vous ne pouvez pas vous déplacer, avez-vous prévu le moyen en dessous? Est-ce que tout le monde est entraîné avec aussi? Avez-vous des enfants? Avez-vous des animaux? Vous voyez, c'est toutes des choses à considérer. Donc, c'est pas dire « Ah, l'endroit est magnifique ». Non, 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 non. Considérez avant tout du point A au point B. OK? Tout ce processus-là est une chose plus compliquée que les gens peuvent penser. Faire un bob, il y a 10 millions de vidéos sur YouTube pour le faire. OK? Mais apprendre à être créatif, puis à penser, puis prendre le processus, de prendre tout ce beau matériel-là que vous avez pris des mois ou des années à construire, puis l'emmener dans un endroit pour vraiment l'utiliser pour le quoi vous vous êtes entraîné et vous avez acheté ce beau matériel-là. Ça, c'est une chose un peu différente. C'est pour ça que j'entends beaucoup, je parle énormément à l'école de survie, j'ai dit, les gens s'attendent toujours à des choses Rambo. Non, pas vraiment. Comme j'ai dit, ici, je veux que mes étudiants apprennent à être créatifs. C'est une des plus grandes choses. Endurance mentale et physique, bien sûr. C'est des grands traits de survivalistes. C'est des gens qui sont créatifs. Amusez-vous à le faire aussi. J'avais fait une vieux vidéo, je pense, il y a quelques années, que j'appelais la patrouille du tigre, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'une patrouille du tigre? C'est simplement, vous allez dans votre territoire, tel le tigre, tel les félins, et vous allez observer ces différents endroits-là. Comme par exemple, j'avais vu un endroit assez rare. Il y avait c'est un garage, un centre de mécanique, mais avec un souterrain, ce qui était assez rare dans ce quartier. Ça fait quelque chose de très intéressant. Donc, vous avez déjà un simili-bunker et un garage est un endroit assez intéressant si on parle de ressources aussi. Okay? Donc, vous pouvez faire ce que j'appelle la patrouille du tigre. Vous allez, sans dire hypocritement, mais vous allez vous promener dans votre quartier, regarder les détails. Est-ce qu'il y a une tour d'eau, une échelle dans un endroit particulier, un égout? Okay? C'est vraiment, quelle pièce d'équipement? Il y a des choses, des fois, dans le domaine urbain, c'est très complexe. Je pourrais passer vraiment la nuit. Il faudrait que j'aille me chercher une caisse de bière ou une bouteille de scotch pour vous en parler. Mais il y a énormément de choses dans le domaine urbain. Le bois, c'est très prévisible, mais la jungle urbaine, elle l'est beaucoup moins. Il y a beaucoup d'objets qui ne fonctionnent pas, qui peuvent être utilisés comme endroit pour se cacher, pour faire des dépôts. Vous pouvez le marquer des fois avec des signes cryptiques. C'est vraiment un monde assez incroyable, la survie urbaine. Beaucoup plus compliqué que celui de la survie dans les bois. Ça, je peux vous le dire. Donc, ces différents points-là, je vais continuer ma petite patrouille, mais je pense que vous comprenez vaguement. Je vais rajouter des images par-ci, par-là. Faites attention de la manière que vous faites vos cartes aussi. Éventuellement, il y a une autre chose qui peut être intéressante à parler avec ça. Je n'ai parlé avec un autre prepper survivaliste aussi. Ça va être les communications en temps de crise. OK? Ça ressemble un peu à ces PVAC-là parce qu'un va aussi avec l'autre. Il y a différentes manières, mais c'est un sujet à prévoir aussi. Comme dans les gris, comme je vous dis, c'est de rester cette espèce d'aura de banalité-là. Vos communications sont cryptées, vos informations ne sortiront pas de partout. Et s'il arrive une vraie situation, vous allez avoir les moyens et l'entraînement pour arriver à votre point d'évacuation et faire ce que vous devez faire. Alors voilà, je vais continuer la petite balade. Peut-être qu'il y a d'autres abris de survie, ou peut-être un autre survivaliste quelque part dans le bois. On va pouvoir avoir une jasette. Donc, merci de m'avoir écouté. À la prochaine.